Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce webinaire. Ce webinaire est interprété en français et en allemand. Pour choisir la langue que vous voulez entendre, je vous invite à cliquer en bas de votre écran et de choisir la bonne langue. La langue française si vous voulez entendre parler en français, ou l'allemand si vous voulez entendre parler en allemand. Mon allemand n'est pas assez bon pour que je puisse répéter ça aussi. Je vous laisse avec les instructions à l'écran. Et si vous avez quelconque problème, vous pouvez m'écrire directement Zoom conférence dans le chat et je vous appuierai pour le faire. Si vous voulez prendre la parole ou poser des questions, privilégiez l'utilisation du chat. Et si vous voulez prendre la parole pour prendre des questions, vous pouvez lever la main en utilisant le bouton réaction en bas et lever la main. Je vous souhaite une très bonne conférence à tous. Et je cède la parole à Thomas Mans. Bonsoir à toutes et à tous. Nous avons aujourd'hui un débat franco-allemand. C'est à moi de prononcer l'introduction en allemand et je continuerai donc dans cette langue. Mon nom est Thomas Mantz, je dirige le bureau parisien de la Fondation Friedrich Ebert et j'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue aujourd'hui sur notre perspective sur le 10 mai 1981, le jour, il y a 40 ans, où François Mitterrand est devenu président de la République française. Nous vous invitons à faire ce voyage dans le passé avec nous, l'Institut François Mitterrand et la Fondation Friedrich Ebert, main dans la main. Et un grand merci à l'Institut François Mitterrand et à Gaël Gors, son secrétaire général, pour cette coopération. Le 10 mai remonte à quelques jours maintenant et a donné lieu à de nombreuses commémorations, ce qui nous montre à quel point l'élection du premier président socialiste a été un moment déterminant et a marqué une césure pour la France. Cela a été la première fois que l'on a pu suivre de cette manière-là à la télévision la campagne électorale, et même pour nous qui sommes habitués à cette omniprésence de la télévision, cela reste un moment particulier. Nous allons donc voir que plus de 500 000 personnes se sont réunies sur la place de la Bastille à l'époque. Les attentes de l'époque étaient en effet très importantes et les différents sondages montrent que ce sont avant tout les avancées sociales qui sont très attendues. Et au-delà de cela, François Mitterrand est également perçu comme un grand Européen en France. Mais quel a été le regard des pays voisins lors du 10 mai 1981 ? Ce soir, nous voulons avant tout regarder comment ce changement politique a été perçu en Allemagne. Quelles attentes, quels espoirs ou quelles réserves ou craintes ont pu accompagner ce moment ? Est-ce que le président socialiste allait continuer l'intégration européenne de la France, ou est-ce que les eurosceptiques qui pouvaient être parfois prendre le devant de la scène dans cette famille politique allaient marquer un déviement de ce chemin? Nous allons donc nous pencher sur ce qui reste de cette présidence après 40 ans, avec une perspective active de personnes qui ont été présentes à l'époque, ou une perspective d'analyse plus passive d'historiens. Monsieur l'ambassadeur de l'Allemagne en France, Monsieur Lucas, sera présent avec nous. Gaëtan Gors, comme je le disais, secrétaire général de l'Institut François Mitterrand, sera l'animateur de cette soirée. Un grand merci à nos invités qui seront présentés dans un instant, et je vous donne la parole, Monsieur Gors.
Merci, un grand merci à Thomas Mans pour l'organisation de ce rendez-vous et pour la collaboration que nous avons pu développer pour témoigner de cette histoire. L'Institut François Mitterrand a souhaité, au cours de ces dernières semaines, favoriser aussi une approche internationale de l'élection de François Mitterrand et nous avons lancé plusieurs débats. Le 10 mai vu de Washington, le 10 mai vu de Moscou. Nous aurons des débats sur le 10 mai vu d'Amérique latine et nous sommes contents de pouvoir avoir ce débat sur le 10 mai vu depuis l'Allemagne fédérale pour mieux comprendre un petit peu l'origine des relations entre nos deux, enfin des relations actuelles entre nos deux pays qui s'enracinent dans les débats qui ont eu lieu dans les années 80, qui ont été si importantes pour la construction européenne. Alors pour en discuter d'un fait remarquable. Du côté français, Jean-Louis Bianco, qui a été le secrétaire général de l'Élysée, non pas directement à cette époque, mais il était dans l'équipe de François Mitterrand dès mai 80 à l'Élysée. Il a été ensuite ministre et parlementaire. Hélène Miard de la Croix, qui est historienne et qui vient de publier un ouvrage sur la relation franco-allemande intitulé Les ennemis héréditaires, ce qui est tout un programme. Et puis, du côté allemand, je veux saluer Mai Wolke, qui est président de la fondation Helmut Schmidt, et Hertha Doberg-Eblin, qui est ministre en 80 lorsque l'alternance est survenue. Alors, j'anime ce débat depuis la maison natale de François Mitterrand à Jarnac, en Charente, ce qui explique que vous voyez derrière moi ce petit paysage champêtre, et peut-être entendez-vous les oiseaux. Je ne sais pas si la relation franco-allemande durant toute cette période a toujours été accompagnée par ces bruits mélodieux. En tout cas, nous allons le savoir au cours de cet échange, qui va permettre d'évoquer plusieurs grandes questions. La première, c'est de savoir, au fond, quelle a été la réaction de nos amis allemands à l'élection de François Mitterrand. Comment l'élection de François Mitterrand a-t-elle été perçue par les milieux politiques, mais aussi par l'opinion publique? Comment d'ailleurs cette relation entre le Parti socialiste français et son chef François Mitterrand et le Parti social-démocrate allemand qui gouvernait à Bonn a-t-elle été préparée? Quel type d'échanges ont pu avoir lieu? Quels ont été les éléments à partir desquels chacun pouvait se forger une opinion sur la manière dont ces relations allaient pouvoir se développer? C'est le premier ton que j'aimerais que nous puissions approfondir dans ce débat, avant d'aborder ensuite, évidemment, toute une série de questions sur la manière dont cette relation franco-allemande, à partir du 10 mai 80, s'est développée, quelles en ont été les étapes, quels en ont été les objectifs, partagés ou non, quels ont été les moments forts, avec évidemment cette question centrale de la réunification, évidemment la question de savoir comment aujourd'hui, depuis l'Allemagne, mais aussi depuis Paris, cette question de la réunification et de l'attitude de François Mitterrand vis-à-vis de la réunification est-elle analysée? Et puis enfin, nous aborderons la question des relations franco-allemandes aujourd'hui, ce qu'il y a de différent aujourd'hui par rapport à ce que nous avons connu dans cette décennie si riche pour la construction européenne des années 80, puis des années 90. Et cette discussion sera évidemment enrichie par la présence de l'ambassadeur d'Allemagne fédérale à Paris, M. Lecache, que je salue et qui a très gentiment accepté de se joindre à nous pour ce débat. Alors pour lancer cette discussion, je propose peut-être à celui qui en a été le témoin le plus direct aujourd'hui, en tout cas dans les rouages de la vie politique et de l'Élysée, comment il a perçu cette situation, quelle analyse il fait de cette situation lorsque François Mitterrand est élu. Je veux parler de Jean-Louis Bianco, à qui je propose de prendre la parole en premier et d'introduire un petit peu notre discussion en rappelant le contexte historique, en tout cas le souvenir qu'il en a, l'analyse qu'il en fait. À participer à cette réunion. Je suis heureux de retrouver des visages connus et de pouvoir échanger avec vous. Je crois que si on cherche à répondre très simplement à la question que Gaëtan posait, il y a deux remarques qui s'imposent. La première, c'est que le couple franco-allemand, le moteur franco-allemand, les relations personnelles, politiques et personnelles entre les deux leaders ont été construites à travers le temps, à travers des épreuves, à travers des compromis, à travers des relations personnelles. Ce qui caractérise la période Kohl-Mitterrand
c'est que les deux ont eu une longévité exceptionnelle. Il n'y a pas d'autre exemple dans l'histoire franco-allemande, en tout cas je ne crois pas, d'une intimité qui s'est créée à travers le temps. Et en plus, les deux hommes se sont découverts. Kohl n'était pas très connu en France. Il avait, vous le savez, une image assez détestable dans la presse allemande, qui le considérait de manière caricaturale comme quelqu'un qui n'avait rien d'intéressant à dire. Et il avait des mailles à partir avec les journalistes allemands. Je ne sais pas, les amis allemands le diront, jusqu'à quel point vous avez été en Allemagne, dans votre diversité, influencé par les réactions françaises. Quand on dit le 10 mai 80 vu de Berlin, de Bonn en l'occurrence à l'époque, le 10 mai 80 vu de Paris, c'était assez extraordinaire. Bien sûr, les fêtes, les joies d'un résultat tant attendu, mais en même temps, l'incrédulité et la peur de toute une partie de la bourgeoisie. Je me rappelle d'un dessin de Plantu, le célèbre dessinateur du Monde, qui montrait deux personnes ouvrant leur volet le matin et l'un disant à l'autre « Les socialistes sont au pouvoir et la Tour Eiffel est toujours là ». Je vais donc me concentrer sur Helmut Kohl, sachant que les relations entre Mitterrand et Schmitt ont existé aussi, que François Mitterrand a reçu Helmut Schmitt à Latché le 7 octobre 81 de mémoire, où ils ont parlé de la réunification allemande dans des termes extrêmement intéressants. C'est les notes d'Hubert Vétrine, je crois, qui l'attestent, où François Mitterrand a dit que cette réunification était naturelle, légitime, mais que pour qu'elle puisse se faire, il fallait que l'URSS s'effondre et que ça prendrait une quinzaine d'années. C'est en gros ce qui s'est passé, ça a été un peu plus vite que le pronostic de François Mitterrand à cette époque-là. On pourra revenir sur les accusations, à mon avis, et plusieurs historiens l'ont démontré, totalement infondées d'un François Mitterrand qui se serait opposé à la réunification allemande, mais on pourra y revenir dans le débat. Donc je vais parler d'Helmut Kohl. J'ai un souvenir très précis de ma première rencontre avec Helmut Kohl. Je suis depuis quelques mois secrétaire général de l'Élysée et je vais le chercher à l'aéroport du Bourget. Comme les chanceliers ou les présidents français, chanceliers allemands et présidents français, la première visite, c'est pour Paris ou c'est pour Bonn ou pour Berlin. Donc, il est élu le 1er octobre, chancelier, et il débarque le 2 octobre à Paris, à vrai dire, par l'aéroport du Bourget. Il fait une pluie épouvantable. Nous n'utilisons pas, contrairement aux habitudes françaises, les moyens de la gendarmerie pour nous frayer un chemin. Ça n'a pas toujours été aussi moral dans les pratiques de la République française. Et donc, nous avons du temps. Et il se trouve que je parle allemand, et ça crée évidemment une relation différente entre le chancelier et moi, comme beaucoup plus tard à Berlin-Est, j'aurai l'occasion d'avoir des conversations émouvantes avec Lothar de Maizière sur ce qu'était sa vie avant qu'il apparaisse au premier plan de la scène. Et je découvre l'homme. J'avais vu la vie des spécialistes, des historiens, des connaisseurs de l'Allemagne, qui a une vision très nette de ce qu'il veut faire. Ce sont ses priorités. Et ses priorités sont deux priorités. L'application de la double décision de l'OTAN, donc ce problème posé par le stationnement de fusées soviétiques ayant l'Allemagne en ligne de mire, si je puis dire, et puis la construction européenne à relancer. Et j'ai le temps, en arrivant à l'Élysée, de dire au président Mitterrand, vous avez en face de vous un homme d'État, et vous allez avoir un partenaire remarquable pour la relation franco-allemande. Ils ont développé une connaissance profonde. Quelqu'un a compté, si on met les sommets, les rencontres bilatérales ou multilatérales, plus de 200 rencontres entre les deux. Et je ne parle pas des coups de téléphone. Ça crée forcément une intimité considérable. Et c'est une des leçons, je crois, pour la relation franco-allemande. Cette intimité se crée finalement sur une seule base, la confiance. Et qu'est-ce qui est un signe de confiance pour le partenaire? C'est si on peut dire, là j'ai un énorme problème de politique intérieure, je ne peux pas le faire, ça m'ennuie, ça me gêne, je ne peux pas. Et que l'autre comprenne. C'est dans ces moments-là, qui ont existé tout le temps dans la relation franco-allemande, qu'on voit si on a face de soi un partenaire qui comprend vos contraintes et qui les accepte. Donc François Mitterrand et Helmut Kohl se sont entendus très bien. Il y a eu des affrontements, j'y reviendrai dans un instant. Ils se sont entendus très bien parce que Kohl était un homme sensible et cultivé, beaucoup plus qu'on ne le croit, et qui était très délicat dans les cadeaux qu'il faisait à François Mitterrand. Et François Mitterrand lui a également offert des choses qui l'ont touché. J'ai assisté à des discussions presque surréalistes sur le quiétisme et le piétisme entre Kohl et Mitterrand, des discussions passionnantes sur l'image respective de la Prusse et de la Bavière. Tout ça fait qu'ils ont un lien qui débordait les simples relations politiques. Et la première épreuve du feu, ça a été cette installation où François Mitterrand, plutôt à rebours de la doctrine socialiste ou social-démocrate majoritaire, a soutenu à fond, très directement, dans son célèbre discours du Bundestag, je crois que c'était en mars 83, l'installation de Pershing si les suffices soviétiques n'étaient pas retirés. Il a eu cette formule, à vrai dire, ce n'était pas au Bundestag, c'était un peu plus tard. Les euromissiles sont à l'est et les pacifistes sont à l'ouest. Donc ça a été extrêmement important pour Kohl et ça a soudé leur solidarité. Il y a évidemment d'autres grands moments qui sont frappés dans nos mémoires, qui sont dans l'histoire.
ce moment où, devant l'ossuaire de Douaumont, le petit Mitterrand prend la main du grand Kohl, et tous les deux côte à côte, la main dans la main, ils assistent aux cérémonies. Je ne sais pas, les historiens le savent peut-être, la vérité historique. J'ai le sentiment que c'est une improvisation mûrie de Mitterrand. Il n'est pas forcément dit à Kohl avant, mais à charge de vérifier pour les historiens. Ce qui est intéressant, c'est que quelqu'un m'a dit le couple Schmitt-Giscard fonctionnait extrêmement bien. Deux hommes, un libéral au sens de l'intérêt général affirmé, un socialiste conscient des enjeux de l'économie, de brillantes intelligences, mais on n'a pas l'impression qu'ils aient donné de la chair à leur relation. On les voyait travailler, sourire, des dossiers. Et finalement, cette image de Mitterrand et Kohl, dont j'ai eu le sentiment qu'elle serait pour toujours dans les livres d'histoire, a donné aussi une autre coloration. Il y a ensuite toute la bataille pour les contentieux européens soldés sous la présidence française. Et là, ils ont entendu parfaitement avec les équipes. Et c'était 17 contentieux avait relevé le président Mitterrand, qui a fait une méthode que beaucoup d'autres ont pris après lui, soit des ministres, des premiers ministres, soit des présidents des chanceliers. Il a fait le tour des 17 capitales. Et capitale par capitale, il a avancé des compromis. Et Mme Thatcher, suivant une méthode britannique que nous connaissons bien, a tout fait pour diviser les Européens. Et je vois encore le chancelier Kohl réunir ce que j'appellerais sa zone marque pour dire attention, on a un accord avec la France, il n'est pas question d'en sortir. Et donc, on est sorti de ces contentieux, et puis on a fait ensemble, et on doit beaucoup à Delors, quand on parle du couple Mitterrand-Kohl, il ne faut pas oublier Delors qui a joué un rôle décisif dans la construction européenne. Et finalement, c'est Delors qui a, en accord avec Kohl, et en ayant convaincu Mitterrand, produit cette singularité dans l'esprit français de l'époque, enfin socialiste français de l'époque, le marché unique. La libre circulation des marchandises, des idées et des hommes. Les idées et les hommes, oui, enfin les marchandises quand même, et puis la banque centrale, qui restait indépendante. Tout ça était complètement contraire à la culture dominante des socialistes français, et c'est Delors qui a pu à la fois en convaincre les intéressés et le mettre en œuvre. Leur coexistence, cohabitation a été marquée par d'innombrables crises. C'est le ressort normal, je l'ai dit, de la relation franco-allemande. Ce qui me paraît important, c'est que s'est développé à cette époque-là des repères sur les points clés. Les points clés, c'était l'unification allemande, et c'était que cette unification allemande, ça a été la position et du chancelier Kohl et du président Mitterrand, servent à la construction européenne. Pas tellement pour arrimer l'Allemagne à l'Europe, comme on l'a dit, mais pour se servir de ce nouveau dynamisme. Et puis, ça a été le choix de l'euro, choix extrêmement difficile pour l'Allemagne, ce que les Français n'ont peut-être pas toujours perçu. On a dit l'euro, c'était le Deutschmark, c'était la force atomique de l'Allemagne, avec en plus l'image de mauvais gestionnaires qu'avaient, non sans parfois quelques raisons, les Français. C'était un pas décisif et qui a donné une impulsion qu'on voit encore aujourd'hui. Quand on voit les discussions de l'époque, on se rend compte qu'on voyait bien qu'il manquait un pilier à cette union monétaire qui était l'union économique et sans doute une avancée vers l'union politique. C'était tout à fait vu, mais ça n'était pas possible à l'époque, ni du côté français, ni du côté allemand, me semble-t-il. Et puis on a vu aussi que l'euro allait jouer un rôle considérable, d'abord dans l'image des gens. Je me souviens être allé en Angleterre à une réunion peu de temps après l'introduction de l'euro, et mon chauffeur de taxi, un anglais pragmatique, me dit c'est formidable, vous avez une seule monnaie. Ça devenait le symbole de l'Europe, et c'était aussi un poids, c'est un poids anticipé et prévu par un certain nombre de chefs d'État et de gouvernement dans les relations internationales. Soit que l'euro serve comme monnaie de réserve, soit qu'il serve comme monnaie de transaction internationale. Et les pourcentages sont loin d'être négligeables, même si on n'a peut-être pas eu la politique aussi conquérante qu'on aurait dû avoir. Alors, quelles leçons tirer de tout cela? L'importance des relations personnelles. Nous avions deux équipes, je vois que Joachim Bitterlich a publié ses mémoires que je n'ai pas encore lues, qui étaient intimement convaincus qu'il fallait travailler ensemble et qui s'entendaient admirablement bien. Ça n'a pas empêché, encore une fois, qu'on puisse s'engueuler nous aussi, comme les chefs à l'échelon supérieur. Mais j'ai les souvenirs émouvants de communiqués communs où, très sincèrement, on cherchait la rédaction ensemble et on ne savait plus très bien qui était du côté allemand et qui était du côté français. Parce qu'on voulait la même chose, on avait compris ce que nos chefs voulaient. Alors, y a-t-il eu, Mitterrand a-t-il manqué à Kohl sur la réunification allemande? Encore une fois, beaucoup d'historiens, de chercheurs, de témoignages, Védrine et moi avons fait différents papiers là-dessus, prouvent que c'est non. Ça aurait été absurde d'ailleurs, s'opposer à la réunification allemande. Pourquoi faire? Pour quelle raison? Avec quelle force? Mitterrand n'a pas varié d'un iota dans sa ligne, qu'il avait d'ailleurs déjà décrite à Helmut Schmidt. Il faut que ça se fasse pacifiquement et démocratiquement. Démocratiquement qu'il y ait un vote, pacifiquement qu'on ne remette pas en cause les frontières issues de la Deuxième Guerre mondiale, notamment la frontière Oder-Neisse. Kohl avait une énorme difficulté avec ça. Et François Mitterrand a paru douter de lui. Je lui ai expliqué ce que c'était que le Bundeswehrtribune,
ce que c'était que l'électorat de CDU dans ces zones-là, et ce que c'était pour Kohl. Il ne pouvait le lâcher qu'à la fin. Et c'est bien ce qu'il a fait. Mais il y a eu des moments de tension évidents entre les deux. Un mot aussi peut-être sur la suite des événements. Je crois que Kohl et Mitterrand ont institué un certain nombre de choses, mais c'était une construction continue. Depuis De Gaulle et Adenauer, chaque tandem ou couple franco-allemand a fait des avancées, d'où il résulte que sans le moteur franco-allemand, on ne peut rien faire en Europe. C'est certain. Mais que ça ne suffit pas. C'est de plus en plus certain, surtout quand on est à 28. J'ai eu l'honneur de représenter la France à un moment donné à 28, en remplacement de la ministre Ségolène Royal, auprès de qui je travaillais. Je peux vous dire que j'ai découvert le charme des réunions à 28, où chacun a 3 minutes, où il expose ce qu'il considère ses problèmes intérieurs, et où dans les couloirs, on essaye de régler les problèmes. C'est beaucoup plus difficile, surtout qu'aujourd'hui, on a des intérêts différents, et on le voit bien à travers nos partenaires d'Europe centrale et orientale, des conceptions de la démocratie qui sont différentes. Et là, on a devant nous des défis extrêmement graves. Donc, rien sans un accord franco-allemand, construire une décision avec les autres et nous affirmer, ça c'est peut-être l'opportunité de la pandémie. C'est une vieille idée française qui ne plaît pas trop aux Allemands. Il est très typique de la France qui voit l'Europe comme une France en grand, l'Europe puissance. Eh bien, est-ce qu'on n'est pas en train de regarder, de voir qu'il faut peut-être s'affranchir dans certaines périodes des dogmes financiers purs, de voir qu'on est en train de redécouvrir qu'il faut une autonomie stratégique, pas seulement sur le plan militaire, qu'on ne peut pas, et là c'est plutôt la question des Chinois et des Américains, se laisser petit à petit manger par les nouvelles versions des routes de la soie. Je crois que sur cette notion d'Europe puissance, à condition que les Français n'en fassent pas une abstraction et qu'on soit concret, on a des choses à faire ensemble dans tous les domaines du développement du futur. Et je pense que c'est une grande chance pour l'Europe et pas seulement pour l'Allemagne et pour la France. Je vous remercie. Merci. Je ne maîtrise pas l'ouverture de mon micro, donc pardonnez-moi. J'étais évidemment saisi par les propos de Jean-Louis Bianco, mais pas au point de ne pas pouvoir reprendre notre conversation. Je remercie à Jean-Louis qui a balayé la totalité du sujet. Et j'ai été frappé, et je vais demander à Madame Doberg-Emelin ce qu'elle en pense, j'ai été frappé par le fait qu'au fond, Jean-Louis a évoqué très rapidement l'élection du 10 mai 81, l'installation du nouveau pouvoir, les rapports avec Helmut Schmidt, et donc vous-même, madame, qui étiez députée au Bundestag à l'époque, quel sentiment vous aviez eu à ce moment-là? Comment vous avez vécu cette période? Est-ce que ça a suscité en vous et parmi vos collègues des espoirs ou des inquiétudes? Et comment avez-vous vu évoluer cette relation, d'abord avec Helmut Schmidt